fait demi-tour. Maintenant. Les mots paniqués de mon mari nous ont sauvés d'un piège tendu par ma propre famille à la frontière. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Mon métier, c'est avocate d'affaires. À Lyon. Un univers où chaque mot est pesé, chaque virgule a son importance, et où la logique est reine. Ma vie personnelle, je l'ai bâtie sur le même modèle. Un mari aimant et stable, Olivier, 2 enfants merveilleux, Léo et Chloé, et une maison où le chaos se limite aux disputes pour savoir qui choisit le programme télé du soir. Une vie prévisible, presque ennuyeuse pour certains, mais pour moi, c'était un sanctuaire. Un rempart patiemment érigé contre le désordre permanent de ma propre famille. Je suis née en Alsace, dans une maison où l'important n'était pas d'être, mais de paraître. Mes parents, Jean-Pierre et Monique, étaient des maîtres dans l'art de l'illusion. Ils pouvaient vous servir du champagne dans des flûtes en cristal alors que le chauffage était coupé pour factures impayées. Mon père, avec son charisme de camelot et son sourire carnassier, avait une devise, l'important, ma chérie, n'est pas d'avoir les moyens, mais de donner l'impression qu'on les a. Ma mère, elle, excellait dans le rôle de la victime perpétuelle, maniant la culpabilité avec la précision d'un chirurgien. Au milieu de ce théâtre, il y avait ma sœur, Isabelle, l'éternelle princesse fragile, incapable de garder un travail plus de 6 mois, mais toujours parée des derniers sacs à la mode, financée par des projets fumeux qui finissaient invariablement en dettes abyssales. Et puis il y avait moi. Élodie. L'ennuyeuse, la coincée, celle qui ne sait pas s'amuser. J'étais celle qui avait fait des études, celle qui avait un vrai travail, celle qui, par conséquent, était devenue la caution morale, trop souvent, la banque de secours de la famille. Ce rôle, je l'avais accepté avec une sorte de résignation lasse. C'était le prix à payer pour une paix relative. Jusqu'à ce coup de téléphone, une semaine avant la grande réunion de famille pour les 70 ans de mon grand-oncle, en Suisse, juste de l'autre côté de la frontière. C'était ma mère. Sa voix était mielleuse, presque sirupeuse. Élodie, ma chérie, j'ai un énorme service à te demander. Tu ne peux pas savoir comme ça nous aiderait. Je sentis le piège se refermer, comme à chaque fois. Je soupirai intérieurement. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Eh bien voilà, avec ton père, on a prévu tellement de choses pour la fête, des cadeaux, de la décoration, notre voiture est pleine à craquer, c'est une horreur. On ne peut plus rien y mettre. Toi, avec ton grand SUV, tu aurais une petite place, n'est-ce pas? Juste pour 2 grosses valises. Des broutilles pour toi. Des broutilles. Je savais que leurs broutilles n'étaient jamais des broutilles. Mais j'étais fatiguée de me battre. Fatiguée des soupirs, des reproches voilés, du chantage affectif qui suivait toujours un refus. D'accord, maman. Pas de problème. Oh, merci ma chérie, s'exclama-t-elle, son ton redevenant triomphant. Tu nous sauves la vie, vraiment. Ton père te les apportera le matin de votre départ. Elle a raccroché. J'ai fixé mon téléphone, un goût amer dans la bouche. Je venais, encore une fois, de dire oui quand tout en moi hurlait non. Le matin du départ, l'ambiance était électrique, mais d'une manière que je connaissais bien, l'excitation forcée d'un voyage en famille. Alors que nous finissions de charger nos propres affaires, mon père est arrivé, garant sa vieille berline rutilante juste derrière nous. Il en est sorti, tout sourire, traînant 2 énormes valises à coque rigide, d'un noir brillant. Elles semblaient incroyablement lourdes. Voilà les fameuses valises, lança-t-il d'un ton jovial qui sonnait faux. Merci encore, ma chérie, tu nous sauves la vie. Il m'a fait un clin d'œil appuyé en soulevant la première pour la mettre dans mon coffre. J'ai haussé les épaules et les aidé avec la seconde. Je n'ai pas posé de questions. C'était la règle tacite. Moins on en savait sur leurs affaires, mieux on se portait. Nous avons pris la route, l'autoroute A36 qui filait vers Mulhouse. Les enfants, Léo et Chloé, étaient à l'arrière, absorbés par leurs tablettes, le paysage alsacien défilant sous un ciel gris de juin. J'ai mis une playlist, essayant de me détendre, de me convaincre que ce ne serait qu'un week-end. Un week-end à sourire, à hocher la tête et à prétendre que tout allait bien.
Mais quelque chose clochait. Olivier, mon mari, était étrangement silencieux. D'habitude, il est le calme incarné, mon ancre dans la tempête familiale. Mais là, il était tendu. Ses mains étaient crispées sur ses genoux, son regard fixé droit devant, ses mâchoires serrées. Ça ne va pas, ai-je demandé doucement. Il a secoué la tête, comme pour chasser une pensée. Non, non, ça va. Je suis juste un peu fatigué. Je n'y ai pas cru une seconde. Je le connaissais trop bien. Le silence s'est installé à nouveau, plus lourd cette fois. Les kilomètres défilaient. Belfort. Mulhouse. La frontière approchait. Et plus nous nous en approchions, plus la tension d'Olivier devenait palpable. Il jetait des coups d'œil nerveux dans le rétroviseur. Finalement, alors que le panneau « Dernière sortie avant la Suisse » apparaissait au loin, il n'a plus tenu. Il a posé sa main sur mon bras. Sa peau était moite. Élodie. Sa voix était un murmure rauque, presque inaudible par-dessus le bruit du moteur. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Olivier? Tu me fais peur. Il a avalé sa salive, son regard passant de la route à mes yeux, avec une intensité qui m'a glacé le sang. Hier soir, a-t-il commencé, sa voix à peine plus forte. Je suis allé dans le garage de tes parents pour chercher un outil que je leur avais prêté. La porte du bureau de ton père était entr'ouverte. Je l'ai entendu au téléphone. Avec ton oncle Bernard. Mon oncle Bernard. Le frère de mon père. L'autre pilier du chaos familial, spécialisé dans les « affaires », qui sentait toujours le soufre. Olivier a continué, choisissant ses mots avec soin. Je n'ai pas tout compris. Mais j'ai entendu des bribes. Des mots. Marchandises, bien emballées, passage facile. Et puis il a dit une phrase, Élodie. Il a dit, ne t'inquiète pas, c'est l'avocate qui conduit. Les avocats, ça passe toujours sans problème, personne ne les fouille. Chaque mot était une pierre qui tombait dans mon estomac. Le monde autour de moi semblait ralentir. Le SUV, les enfants, la musique, tout s'est estompé. Il ne restait que la voix de mon mari et la panique froide qui commençait à s'insinuer dans mes veines. Le panneau de sortie était maintenant à quelques centaines de mètres. Olivier a resserré sa prise sur mon bras. Son visage était blême. Fais demi-tour. Ce n'était pas une question. Ce n'était pas une suggestion. Quoi? Élodie. Fais demi-tour. Maintenant. Sa voix était montée d'un cran, chargée d'une urgence que je ne lui avais jamais connue. Pas même le jour où notre fils s'était ouvert l'arcade. C'était la panique pure, brute, d'un homme qui ne paniquait jamais. Et cette panique était plus éloquente que n'importe quelle explication. Sans réfléchir, mon corps a obéi avant même que mon esprit n'ait pu analyser la situation. J'ai mis mon clignotant, j'ai ralenti, et j'ai pris la bretelle de sortie, m'éloignant de la frontière suisse comme si ma vie en dépendait. Et au fond de moi, je commençais à comprendre que c'était peut-être le cas. La sortie nous a menés sur une petite route départementale qui serpentait entre des champs de maïs et des villages endormis. J'ai continué à rouler pendant quelques minutes, mécaniquement, le cerveau en état de choc. Les questions des enfants fusaient depuis l'arrière. Maman, pourquoi on sort de l'autoroute? C'est pas par là, la Suisse. On a oublié quelque chose, mon chéri, ai-je répondu d'une voix que j'espérais neutre. Olivier a scruté les environs, puis a pointé un chemin de terre qui s'enfonçait dans un bois. Là. Arrête-toi là. J'ai obéi, garant le SUV à l'abri des regards, sous le couvert des arbres. J'ai coupé le moteur. Le silence qui s'est abattu était assourdissant, seulement troublé par le chant lointain d'un oiseau et le bruit de ma propre respiration, rapide et superficielle. Reste là avec les enfants, a dit Olivier en détachant sa ceinture. Non. Ma voix était ferme. Je viens avec toi. Je dois voir. Il a hésité, puis a hoché la tête. Nous sommes sortis de la voiture. L'air frais de la campagne alsacienne me semblait soudain glacial. J'ai fait le tour du véhicule, le cœur battant à tout rompre contre mes côtes. Olivier a ouvert le coffre. Les 2 valises noires étaient là, inertes, presque menaçantes dans leur banalité.
Il a attrapé la première et l'a posée sur le sol poussiéreux. Elle était fermée par un cadenas à code. Merde, a-t-il soufflé. Il a regardé autour de lui, puis est retourné à la boîte à gants et en a sorti le petit kit d'outils de secours. Il a pris un tournevis plat et a commencé à forcer la serrure en plastique du cadenas. Le métal a grincé. Mes muscles étaient si tendus que c'en était douloureux. Après quelques secondes qui ont paru une éternité, un clic sec a retenti. Le cadenas s'est ouvert. Olivier a levé les yeux vers moi, une question muette dans son regard. J'ai hoché la tête. Il a tiré sur les fermetures éclairs et a soulevé le couvercle de la valise. Mon souffle s'est coupé. À l'intérieur, sous une fine couche de vieux pull démodé destiné à faire illusion, il n'y avait pas de cadeau pour mon grand-oncle. Il y avait des boîtes. Des dizaines de boîtes vertes, frappées d'une couronne dorée. Rolex. À côté, d'autres boîtes, plus sombres, pour des Audemars Piguet, des Patek Philippe. Les montres étaient encore dans leur protection en plastique, brillante, neuve. Un trésor d'horloger. Oh mon Dieu, ai-je murmuré. Olivier, sans un mot, a attrapé la deuxième valise. Il a fait sauter le cadenas plus rapidement cette fois. Le contenu était encore plus accablant. Des écrins de joaillier, contenant des colliers de diamants, des bracelets, des bagues anciennes. Et en dessous, bien rangés, plusieurs liasses de billets de 500 €, maintenus par des élastiques. Des centaines de milliers d'euros. Le butin d'un ou plusieurs cambriolages de haut vol. La marchandise dont parlait mon père. Pour n'importe qui, la découverte aurait été un choc monumental. Pour moi, c'était un cataclysme. Chaque parcelle de mon cerveau d'avocate s'est mise à hurler. Je ne voyais plus des bijoux ou des montres. Je voyais des chefs d'accusation. Recel en bande organisée. Blanchiment d'argent. Association de malfaiteurs. Trafic international. Je voyais les gyrophares, la garde à vue, la perquisition de mon domicile, de mon cabinet. Je voyais mon nom, ma réputation, ma carrière, tout ce que j'avais mis 20 ans à construire, s'effondrer en quelques secondes. Je voyais la honte, la prison. Et pire que tout, je voyais mes enfants, Léo et Chloé, placés dans un foyer. J'avais failli devenir la mule de ma propre famille. Ils m'avaient utilisé, moi et mes enfants, comme un bouclier, une couverture respectable pour passer la frontière. La nausée m'a submergée. J'ai dû m'appuyer contre la voiture pour ne pas tomber. La panique menaçait de tout emporter. Je sentais mes mains trembler, ma vision se brouiller. Mais c'est à ce moment précis, au bord du gouffre, qu'une autre partie de moi a pris le relais. Le réflexe. Le sang-froid forgé par des années de plaidoirie, de gestion de crise, de dossiers complexes. La panique ne résoudrait rien. La panique était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Attends. Ma voix était étonnamment calme, tranchante. Olivier, qui s'apprêtait à refermer la valise avec dégoût, s'est figé. Sors mon téléphone. Dans mon sac. Il m'a regardé, perplexe, mais a obéi. Il m'a tendu mon smartphone. Mes mains tremblaient encore, mais mes gestes étaient précis. J'ai activé l'appareil photo. Qu'est-ce que tu fais ? A demandé Olivier. Notre police d'assurance, ai-je répondu sans le regarder. J'ai commencé à prendre des photos. Des photos de tout. Des plans larges des valises ouvertes à côté du coffre de ma voiture, avec la plaque d'immatriculation bien visible. Des plans serrés du contenu de chaque valise, des montres, des bijoux, des liasses de billets. J'ai activé la fonction vidéo et j'ai fait un embalayage, en filmant les environs, la voiture, les valises, puis en zoomant sur le contenu, tout en activant l'horodatage et la géolocalisation. Chaque cliché, chaque seconde de vidéo était une preuve. Une preuve que j'avais découvert cela ici, à cette heure précise, sur ce chemin de terre paumé en France, et non pas dans un poste de douane suisse. Une preuve qui pourrait, peut-être, faire la différence entre la prison et la liberté. C'est notre seule chance, Olivier, ai-je dit, ma voix toujours tendue mais contrôlée. S'il nous arrête, s'il nous pose des questions, on ne pourra pas juste dire « on ne savait pas ». Personne ne nous croira. Mais ça ? J'ai montré l'écran de mon téléphone. Ça, c'est une preuve.
C'est le début d'une défense. C'est la seule chose qui se dresse entre notre famille et un désastre total. Il a regardé les photos sur mon écran, puis m'a regardé, moi. La panique dans ses yeux s'est lentement muée en une lueur de compréhension, puis d'admiration. Il a hoché la tête. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai fini de tout documenter. J'ai envoyé une copie de toutes les photos et vidéos sur un cloud sécurisé, puis j'ai effacé les originaux de mon téléphone. J'ai refermé les valises, remis les cadenas cassés en place pour faire illusion. Maintenant, ai-je dit en le regardant droit dans les yeux. On leur ramène leur merde. Et la partie est terminée. Le trajet du retour s'est fait dans un silence de plomb, une atmosphère si lourde qu'elle semblait avoir une présence physique dans l'habitacle. Les enfants, sentant la tension, s'étaient tus. Ils regardaient le paysage défiler en sens inverse, leurs visages perplexes collés aux vitres. Chaque vibration de la route, chaque soubresaut du SUV me rappelait la nature du chargement que nous transportions dans le coffre. Ce n'était plus des valises, c'était une bombe à retardement, un concentré de trahison qui pesait une tonne. Mon esprit tournait à plein régime, analysant, disséquant la situation avec une froideur presque clinique. C'était un mécanisme de défense, la seule façon de ne pas sombrer dans l'hystérie. Mes parents ne m'avaient pas simplement demandé un service. Ils m'avaient délibérément mis en danger, moi, mon mari, et pire que tout, leurs propres petits-enfants. Ils avaient joué nos vies et notre liberté à la roulette russe pour de l'argent sale. La colère commençait à monter, une colère froide, blanche, qui brûlait la panique et la peur. Et puis, mon téléphone s'est mis à vibrer sur le siège passager. Le nom de ma mère s'est affiché sur l'écran. Maman. Le mot me parut soudain étranger, obscène. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé sonner jusqu'à ce que l'appel bascule sur la messagerie. Olivier m'a jeté un regard interrogateur. J'ai secoué la tête. À peine une minute plus tard, le téléphone a vibré à nouveau. Mon père. Papa. J'ai senti une vague de dégoût me submerger. J'ai ignoré l'appel. Puis ce fut le tour d'Isabelle, ma sœur. Probablement briefée, envoyée en éclaireur. Je l'ai ignoré aussi. Le harcèlement a commencé. Les appels se succédaient, frénétiques. Puis les messages ont commencé à pleuvoir. De maman, vous êtes où? On s'inquiète. Rappelle-moi tout de suite. De papa, Élodie, il y a un problème? C'est à propos des valises? Réponds. De Isabelle, allô? Vous faites quoi? C'est super urgent, rappelle. Leur panique était la confirmation ultime de leur culpabilité. Ils ne demandaient pas si nous allions bien. Ils s'inquiétaient pour leurs marchandises. Chaque message, chaque appel manqué était un clou de plus dans le cercueil de la relation que je pensais avoir avec eux. Olivier a pris le téléphone et l'a mis en mode silencieux, le posant face contre le siège. N'y pense plus pour l'instant, a-t-il dit. Une chose à la fois. Nous sommes arrivés devant la maison de mon enfance. La grande bâtisse alsacienne, qui m'avait toujours semblé si imposante, me paraissait soudain minable, sa façade pimpante n'étant qu'un décor de théâtre cachant la pourriture à l'intérieur. Comme prévu, leur voiture n'était pas là. Ils devaient être en route pour la Suisse, ou déjà sur place, se demandant pourquoi leur mule n'arrivait pas. Agissant comme des automates, nous sommes sortis. Olivier a sorti les 2 valises du coffre. Elles semblaient encore plus lourdes, maintenant que je savais ce qu'elles contenaient. Nous les avons portées jusqu'à la porte d'entrée et les avons posées sur le paillasson. C'était un geste simple, mais chargé d'une signification profonde. C'était un acte de restitution. Je leur rendais leur fardeau, leur crime, leur trahison. Avant de partir, j'ai sorti mon téléphone. J'ai pris une dernière photo, les 2 valises, bien en évidence devant leur porte, avec en arrière-plan un détail reconnaissable de la maison. Une autre preuve. Datée, géolocalisée. Les valises ont été déposées à telle heure, à tel endroit. Froid. Factuel. Légal. Nous sommes remontés en voiture et avons quitté la rue sans un regard en arrière. Je sentais le poids de décennies de mensonges et de faux-semblants se soulever de mes épaules. Le retour à Lyon fut long.
Nous avons expliqué aux enfants que la fête était annulée à cause d'un gros problème d'organisation, promettant une journée de rattrapage au parc d'attractions. Une fois à la maison, après les avoir bordés, après que le calme soit revenu, je me suis assise dans le salon, le téléphone à la main. Je savais que l'appel allait venir. Il est venu vers 22 heures. Le numéro de ma mère. Cette fois, j'ai répondu. J'ai mis le haut-parleur pour qu'Olivier puisse entendre. Allô? Élodie. Enfin. La voix de ma mère était un mélange de soulagement fin et d'agacement mal contenu. Mais où étiez-vous passé? On était mort d'inquiétude. On a cru qu'il vous était arrivé un accident. Je suis restée silencieuse. Laissant ces mensonges flotter dans l'air. Tout va bien? Les enfants vont bien, a-t-elle continué, son ton se faisant plus pressant. Je n'ai toujours rien dit. Olivier, à côté de moi, était immobile. Le silence a dû la déstabiliser. Sa voix a changé, perdant sa fausse sollicitude pour laisser place à l'impatience. Bon, Élodie, tu vas me répondre? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que j'ai décidé de ne pas l'accuser. Pas directement. Mon cerveau d'avocate m'a soufflé la stratégie. Ne jamais poser une question dont on ne connaît pas la réponse, et ne jamais accuser sans laisser à l'adversaire la possibilité de s'enfoncer tout seul. J'ai pris une voix faussement confuse, presque naïve. Maman? Oui, excuse-moi, on a eu un gros problème avec la voiture, elle s'est mise à faire un bruit bizarre juste avant la frontière. On a paniqué, on a préféré faire demi-tour pour aller chez un garagiste. On n'a pas voulu vous inquiéter. Un silence à l'autre bout du fil. Je pouvais presque l'entendre réfléchir, analyser ma version des faits. J'ai continué sur le même ton. D'ailleurs, comme on ne savait pas quand on pourrait repartir, on a déposé les valises devant chez vous en passant. J'espère qu'il n'y avait rien de fragile ou de précieux dedans. Le mot « précieux » est resté en suspens. C'était le piège. Si elle répondait « non, non », juste des babioles, elle mentait. Si elle s'énervait, elle avouait. Le silence s'était tiré. Puis elle a répondu, et sa voix était glaciale. Vous avez laissé les valises, dehors? Ben oui, sur le paillasson. Il n'y avait personne. Pourquoi, il y avait un problème, ai-je demandé, l'innocence feinte suintant de chaque syllabe. Elle n'a pas répondu. Elle venait de se trahir. Elle ne s'inquiétait pas de la pluie ou d'un vol à l'arraché. Elle s'inquiétait de la nature de ce qu'il y avait dedans. Elle savait. Et maintenant, elle savait que je savais. Le jeu était terminé. J'ai abandonné mon ton naïf. Ma voix est devenue ce qu'elle était, froide, distante, sans appel. C'est fini, maman. Qu'est-ce que tu racontes? Ce petit jeu. Vos manipulations. Vos mensonges. Tout ça. C'est terminé. Ne m'appelle plus. Ne nous appelez plus. Et avant qu'elle ne puisse répondre, avant qu'elle ne puisse déverser son venin de reproche et de culpabilisation, j'ai raccroché. J'ai regardé Olivier. Il a simplement hoché la tête, l'air grave. Nous savions tous les deux que ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début de la guerre. La paix a duré exactement 3 jours. 3 jours d'un calme précaire, où chaque sonnette, chaque notification de téléphone me faisait sursauter. Je passais mon temps à rassurer les enfants, à essayer de maintenir une façade de normalité, tout en sentant une épée de Damoclès suspendue au-dessus de nos têtes. Olivier et moi parlions peu. Nous n'en avions pas besoin. Nous étions en mode survie, 2 soldats dans une tranchée, attendant le prochain assaut. Il est arrivé un mercredi après-midi. La sonnette a retenti, stridente, insistante. Mon estomac s'est noué. J'ai regardé par le Judas. Ils étaient là. Sur mon palier, à Lyon. Mon père et ma mère. Ils n'avaient pas l'air de parents venus s'excuser. Ils avaient l'air de créanciers venus réclamer leur dû. J'ai ouvert la porte, juste assez pour me glisser à l'extérieur, et je l'ai refermée fermement derrière moi. Je ne les laisserai pas entrer. Mon foyer était un sanctuaire, et ils n'y étaient plus les bienvenus. Le silence s'est installé sur le palier. Ma mère a été la première à le briser, arborant un sourire crispé, une imitation pitoyable de chaleur maternelle. Élodie.
On est venu pour s'expliquer. Mon père, à côté d'elle, bras croisés, hochait la tête d'un air grave, comme un juge prêt à rendre un verdict qui, il le savait, serait en sa faveur. Je n'ai rien dit. Je les ai laissés mariner dans le silence, une technique que j'utilisais souvent au tribunal pour déstabiliser un témoin récalcitrant. Ma mère a perdu patience. Son sourire s'est effacé. On ne pensait pas que tu réagirais comme ça. C'était juste un service. Un service ? Ma voix était basse, dénuée de toute émotion. Vous appelez ça un service ? Mettre 2 millions d'euros de biens volés dans mon coffre, avec mes enfants sur la banquette arrière, vous appelez ça un service ? Le chiffre était une estimation, mais je l'ai lancé comme une certitude. Leurs yeux se sont écarquillés. Ils ne s'attendaient pas à ce que j'aie évalué le contenu. Mon père a fait un pas en avant, son visage se durcissant. N'exagère rien. On était dans une situation désespérée. Les dettes d'Isabelle, les gens à qui on doit de l'argent. On n'avait pas le choix. Il y a toujours le choix, ai-je rétorqué, ma voix toujours aussi blanche. Vous auriez pu être honnête. Vous auriez pu ne pas me mêler à vos crimes. Vous auriez pu ne pas utiliser vos petits-enfants comme boucliers. C'est là que ma mère a sorti l'artillerie lourde. La culpabilisation. Et toi, a-t-elle sifflé, ses yeux brillants d'une lueur mauvaise. Quand on t'a demandé de te porter garante pour ce prêt qui nous aurait sauvés, tu as refusé. Tu nous as tourné le dos. On a été obligé d'en arriver là à cause de toi. C'est de ta faute, Élodie. Le monde a basculé. Le sang a martelé à mes tempes. De ma faute. Ma faute. J'ai senti une rage pure, primale, monter en moi. Mais je l'ai contenue. Je ne leur donnerai pas la satisfaction de me voir perdre le contrôle. J'ai puisé dans cette froideur qui était devenue ma meilleure arme. C'est donc ça, ai-je dit lentement, en les regardant l'un après l'autre. Ma punition pour avoir posé des limites. Pour avoir protégé ma propre famille de votre chaos. Votre réponse, c'est de risquer de m'envoyer en prison et de faire de mes enfants des orphelins. Ils n'ont rien répondu. Mon père a baissé les yeux, incapable de soutenir mon regard. Ma mère, elle, a maintenu le sien, le menton haut, défiante. Nous avons fini, ai-je déclaré. Le verdict était tombé. C'est terminé. Vous n'approcherez plus de mes enfants. Vous n'approcherez plus de ma maison. Vous n'existez plus pour nous. J'ai fait un pas en arrière, ma main sur la poignée de la porte. Ma mère a eu un petit rire méprisant. Un son qui m'a glacé le sang plus que n'importe quelle menace. Tu es bien dure, ma fille. Bien arrogante. Mais tu reviendras. Elle a marqué une pause, savourant ses propres mots. La famille, c'est sacré. Tu reviens toujours. J'ai ouvert la porte, je suis rentrée, et j'ai verrouillé. Double tour. J'ai posé mon front contre le bois froid, ma respiration haletante. J'avais gagné la bataille, mais sa dernière phrase résonnait dans ma tête comme une prophétie. Tu reviens toujours. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. La colère avait laissé place à une lucidité glaciale. Ce n'était pas fini. Ils ne s'arrêteraient pas là. Leur arrogance, leur certitude que j'étais leur propriété, les rendait dangereux. Fuir ne suffisait plus. Il fallait que je me défende. Que je contre-attaque. Le lendemain matin, j'ai mis mon plan à exécution. La première étape était de protéger mes arrières. J'ai appelé ma meilleure amie, Sophie, elle aussi avocate. Je lui ai tout raconté, sans omettre un seul détail sordide. Sa réaction a été un mélange d'horreur et de fureur protectrice. Ces gens sont des monstres, Élodie. Des monstres. Je sais, ai-je répondu. Et c'est pour ça que j'ai besoin de toi. Je dois monter un dossier. Une forteresse. Ma deuxième étape était plus délicate. Je ne pouvais pas aller à la police et les dénoncer. L'enquête se retournerait inévitablement contre moi. Pourquoi ne pas nous avoir prévenus tout de suite, maître ? J'entendais déjà la question. Je devais être plus subtil. J'ai cherché dans mes contacts et j'ai trouvé le numéro que je cherchais. Monsieur Dubois. Un ancien gendarme à la retraite, voisin de mes parents depuis 30 ans. Un homme droit, observateur,
et qui, je le savais, n'avait jamais porté mes parents dans son cœur. Je l'ai appelé. J'ai pris une voix inquiète, celle d'une fille soucieuse. Monsieur Dubois, bonjour, c'est Élodie, la fille de Jean-Pierre et Monique. Excusez-moi de vous déranger. Élodie. Comment vas-tu, ma petite? Ça fait longtemps. Je vais bien, merci. Écoutez, je vous appelle parce que, je suis un peu inquiète pour mes parents. J'ai marqué une pause, comme si j'hésitais à en dire plus. Je les trouve très stressés en ce moment, presque paranoïaques. Et j'ai l'impression qu'ils ont des fréquentations un peu étranges. Des gens qui viennent à des heures bizarres. Notamment mon oncle Bernard, vous le connaissez peut-être. Ah, Bernard? A-t-il grogné. Un phénomène, celui-là. Ne t'inquiète pas, je sais de qui tu parles. Voilà. Je ne veux pas m'immiscer, mais comme je suis loin, à Lyon, je me demandais si vous pouviez, juste, garder un œil sur la maison? Juste pour me rassurer. Me dire si vous voyez des choses inhabituelles. Je savais exactement ce que je faisais. Je ne lui demandais pas d'espionner. Je lui donnais une raison légitime de faire ce que son instinct d'ancien flic le poussait déjà à faire, observer. Je venais de planter une graine. Je venais d'activer un témoin potentiel, un témoin crédible, qui pourrait documenter leurs agissements sans que j'aie à m'impliquer directement. Quand j'ai raccroché, je me sentais un peu mieux. J'avais posé les 2 premières pierres de ma forteresse. La bataille ne faisait que commencer, mais pour la première fois, je n'étais plus seulement sur la défensive. J'étais en train de préparer ma riposte. La riposte de mes parents ne s'est pas fait attendre, et elle a été plus vicieuse, plus perverse que tout ce que j'aurais pu imaginer. Ils n'ont pas attaqué ma logique d'avocate, ils ont attaqué mon cœur de mère. Une semaine plus tard, jour pour jour, je suis arrivée à l'école pour récupérer Léo et Chloé. La cour était presque vide. J'ai senti une pointe d'angoisse. J'ai trouvé leur maîtresse, Madame Garcia, en train de ranger sa classe. « Bonsoir Élodie », m'a-t-elle dit avec un sourire. « Vous avez bien fait d'envoyer vos parents », les enfants étaient ravis de la surprise. Mon sang s'est transformé en glace. « Pardon ? Vos parents. Ils sont venus les chercher il y a 1 heure. Ils ont dit que vous étiez retenu par une urgence professionnelle et que vous leur aviez demandé de les prendre. Ils avaient l'air si charmants. Charmant. Le mot a résonné dans mon crâne comme une insulte. J'ai sorti mon téléphone, mes mains tremblant de rage. J'ai composé le numéro de ma mère. Pas de réponse. Mon père. Pas de réponse. J'ai laissé un message, ma voix un sifflement de fureur contenue. Vous avez 1 minute pour me dire où sont mes enfants avant que j'appelle la gendarmerie. Je n'ai pas attendu de réponse. J'étais déjà dans ma voiture, roulant à une vitesse déraisonnable sur l'autoroute en direction de l'Alsace. Chaque kilomètre était une torture. Des scénarios horribles se bousculaient dans ma tête. Et s'il ne les ramenait pas? Et s'il les emmenait en Suisse? Mon esprit d'avocate a refait surface pour me calmer. Non. Ce n'était pas un enlèvement pour disparaître. C'était une démonstration de force. Une façon de me dire, regarde, nous avons encore du pouvoir sur toi. Nous pouvons atteindre ce que tu as de plus précieux. 2 heures plus tard, j'ai défoncé la porte d'entrée de leur maison sans même frapper. Le spectacle qui m'attendait était surréaliste. Le salon avait été transformé en magasin de jouets. Une console de jeu dernier cri était branchée sur la télévision, des boîtes de Lego et de Playmobil éventrées jonchaient le sol, et mes enfants étaient assis sur le canapé, les yeux brillants de sucre et d'excitation, une manette dans chaque main. Ma mère était dans la cuisine, en train de glacer un gâteau au chocolat. Mon père, à genoux sur le tapis, assemblait un circuit de voitures électriques. Ils m'ont regardé entrer, sans la moindre trace de culpabilité. Ma mère a même eu l'audace de me sourire. « Ah, te voilà !» On a pensé leur faire une petite surprise pour leur remonter le moral. C'était une opération de corruption émotionnelle. Une OPA hostile sur l'affection de mes propres enfants. Ils ne leur avaient jamais offert de tels cadeaux, jamais. Ils avaient toujours été les grands-parents distants, critiques, avares en compliments comme en argent. Et soudain, ils se transformaient en Père Noël, uniquement pour me prouver qu'ils pouvaient acheter l'amour que je leur refusais. On s'en va,
ai-je dit d'une voix blanche. Les enfants ont protesté. Mais maman, on s'amuse bien. Mamie a fait un gâteau. J'ai dit, on s'en va. Maintenant. Mon ton n'admettait aucune discussion. J'ai commencé à les rassembler, à leur faire mettre leurs chaussures. Mon père s'est relevé, l'air faussement peiné. Tu es bien dure, Élodie. On voulait juste leur faire plaisir. Ne m'adresse plus la parole, ai-je sifflé. Alors que nous passions la porte, ma mère m'a lancé, sa voix doucereuse dégoulinant de venin. Tu vois, ils nous aiment. Ils reviendront vers nous. Ils reviennent toujours. Cette phrase. Encore cette phrase. Ce n'était plus une prophétie, c'était une déclaration de guerre. Le lendemain matin, j'étais dans le bureau de Sophie. J'étais épuisée, mais animée d'une détermination de fer. La victime, c'était fini. Place à l'avocate. Ils ont franchi la ligne, sauf la dernière ligne. Je sais, a-t-elle dit, son visage grave. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On riposte. Avec la loi. Ma première action, en sortant de chez elle, a été de me rendre à la gendarmerie de mon quartier à Lyon. J'ai demandé à parler à un officier et j'ai déposé une main courante. J'ai choisi mes mots avec un soin méticuleux. Je n'ai pas parlé de kidnapping, un terme trop fort qui aurait déclenché une enquête que je ne contrôlais pas. J'ai parlé de soustraction d'enfants de leur lieu de scolarisation sans l'autorisation expresse des parents. J'ai décrit la scène, l'appel à l'école, le refus de répondre au téléphone. J'ai précisé que je les avais récupérés et qu'ils allaient bien, mais que je souhaitais que cet incident soit consigné. C'était factuel, précis, et ça créait un précédent officiel. Une trace écrite de leur comportement irresponsable. Ma deuxième action, je l'ai menée avec Sophie. Nous avons passé l'après-midi à rédiger une requête en urgence pour le juge aux affaires familiales. Le but, obtenir une ordonnance de protection. Nous avons méticuleusement listé les faits. Le harcèlement téléphonique, la confrontation sur mon palier, et surtout, l'incident de l'école, appuyé par la main courante fraîchement déposée. Nous avons argumenté que mes parents représentaient un danger psychologique pour les enfants et une menace pour la stabilité de notre famille. Nous demandions une interdiction formelle pour eux d'approcher mes enfants, notre domicile, et leur école, sous peine de poursuite pénale. C'est une bombe atomique, ce que tu fais, m'a dit Sophie en relisant le document. Ils m'ont déclaré la guerre, ai-je répondu. Je ne fais que choisir les armes. La bombe suivante est arrivée dans ma boîte mail professionnelle 2 jours plus tard. Un courrier officiel, en tête de l'ordre des avocats. Objet, dénonciation. Mon cœur a raté un battement. Je l'ai ouvert, les mains moites. C'était une lettre anonyme, bien sûr, mais je reconnaissais le style, les tournures de phrases de mon père. La lettre m'accusait vaguement de manque de probité, de transactions financières suspectes, et laissait entendre que je pourrais utiliser ma position pour des activités illicites. C'était une attaque directe, conçue pour me terrifier, pour menacer mon gagne-pain, mon identité même. J'ai senti la panique revenir, mais je l'ai repoussée. J'ai appelé Sophie. Ils ont joué leur va-tout, lui ai-je dit. Parfait, a-t-elle répondu, sa voix étonnamment calme. Ils viennent de faire une erreur monumentale. Nous avons préparé ma réponse au bâtonnier. Une réponse froide, factuelle, professionnelle. J'ai démonté chaque insinuation point par point. Et puis, nous avons joint les pièces maîtresses de notre dossier. La copie de la main courante pour la soustraction des enfants. Et, encore plus puissant, la copie de la requête pour l'ordonnance de protection que nous venions de déposer. La conclusion de ma lettre était sans équivoque. Vous constaterez, monsieur le bâtonnier, que cette dénonciation calomnieuse, qui survient comme par hasard quelques jours après que j'ai initié des démarches légales pour protéger mes enfants de leurs grands-parents, s'inscrit manifestement dans une campagne de harcèlement et d'intimidation. Je me tiens à votre entière disposition pour prouver ma bonne foi et pour fournir tout élément qui attesterait de la nature malveillante et abusive de cette démarche. J'avais retourné leur attaque contre eux. Je n'étais plus la fille accusée, j'étais l'avocate harcelée qui se défendait. Je les avais démasqués, non pas comme des dénonciateurs anonymes, mais comme des agresseurs. Quelques jours plus tard, le juge a statué. L'ordonnance de protection a été accordée.
Il était désormais illégal pour mes parents d'approcher mes enfants. J'avais gagné une bataille cruciale. J'avais construit un mur légal entre ma famille et leur toxicité. Mais je savais qu'il ne s'arrêterait pas. Un mur, ça peut se contourner. Pour être vraiment en sécurité, il fallait que je disparaisse de leur carte. L'ordonnance de protection était une victoire, mais une victoire au goût de cendre. C'était un bouclier, pas une solution. Un bouclier qui, je le savais, ne ferait qu'enrager davantage mes parents. Ils ne respectaient pas les limites émotionnelles, il n'y avait aucune raison de croire qu'ils respecteraient des limites légales. Ils essaieraient de les contourner, de jouer les victimes auprès du reste de la famille, de me faire passer pour la méchante fille qui privait de pauvres grands-parents de leurs petits-enfants. La guerre d'usure ne faisait que commencer. Ce soir-là, en regardant Léo et Chloé dormir, une certitude s'est imposée à moi, aussi claire et tranchante qu'un éclat de verre. Nous devions partir. Pas fuir. Partir. La nuance était essentielle. Fuir, c'est courir sans regarder en arrière, la peur au ventre. Partir, c'est une décision stratégique, une relocalisation planifiée vers un lieu sûr. Quand Olivier est rentré du travail, je n'ai pas tourné autour du pot. On doit partir d'ici. Loin. Il a posé sa mallette, a enlevé sa veste, et s'est assis en face de moi. Il ne semblait pas surpris. Il m'a simplement regardé, attendant la suite. Ton entreprise te propose cette mutation en Bretagne depuis des mois, ai-je continué. Près de Rennes. Tes parents ne sont pas loin. C'est le moment de l'accepter. Ses parents. L'antithèse des miens. Des gens simples, des enseignants à la retraite, chaleureux, stables, dont l'amour n'avait jamais été conditionnel. L'idée de me rapprocher d'eux, de ce modèle de famille saine, était comme un baume sur une plaie à vif. Olivier a hoché la tête lentement. J'attendais juste que tu sois prête. Le mot « fuite » n'a pas été prononcé. Nous avons immédiatement parlé de « projet », de « logistique », de « calendrier ». Le changement de sémantique était crucial. Il nous redonnait le contrôle. Nous n'étions plus des victimes qui s'échappaient, nous étions les architectes de notre nouvelle vie. Le lendemain, l'opération « Exode » a commencé, menée avec une précision militaire. Olivier, en tant qu'ingénieur, est devenu le chef des opérations. Il a contacté son service des ressources humaines pour enclencher la mutation. Il a pris rendez-vous avec 3 agences immobilières pour mettre notre maison en vente, exigeant une discrétion absolue. Il a commencé à rechercher des entreprises de déménagement, en comparant les devis pour un transport longue distance. De mon côté, j'étais en charge de la stratégie de sortie. J'ai contacté un cabinet d'avocats réputé à Rennes, où j'avais quelques contacts, et j'ai commencé à sonder le terrain pour un poste. J'ai informé la directrice de l'école, Madame Garcia, de notre départ imminent, en lui montrant une copie de l'ordonnance de protection pour qu'elle comprenne la gravité de la situation. Nous avons mis en place un protocole de sécurité renforcé pour les dernières semaines, seul Olivier et moi étions autorisés à récupérer les enfants, avec présentation systématique d'une pièce d'identité. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon d'activités, menées dans le plus grand secret. Nous n'avons rien dit à personne, pas même à nos amis les plus proches. Chaque soir, après avoir couché les enfants, nous faisions le point, cochions des cases sur notre liste, avancions nos pions sur l'échiquier de notre libération. La maison s'est vendue en moins d'1 mois. J'ai obtenu une proposition ferme du cabinet à Rennes. Le camion de déménagement était réservé. Tout s'alignait avec une efficacité presque effrayante. Le plus difficile a été de l'annoncer aux enfants. Nous nous sommes assis avec eux et leur avons parlé d'une grande aventure, d'une nouvelle maison près de la mer, d'une nouvelle école, de la proximité de leurs autres grands-parents. Leurs réactions ont été un mélange d'excitation et d'inquiétude, mais nous avons passé des heures à les rassurer, à leur montrer des photos de la Bretagne, à leur promettre des après-midi entiers sur la plage. Le dernier week-end à Lyon, les parents d'Olivier sont venus nous aider à faire les derniers cartons. Ce fut un moment d'une douceur poignante. Ma belle-mère, Hélène, une femme à la gentillesse tranquille, m'a prise à part dans la cuisine. Elle m'a pris les mains, son regard plein d'une compassion qui n'avait pas besoin de mots. Je ne sais pas tout ce qui s'est passé, Élodie, a-t-elle dit doucement. Et tu n'as pas besoin de me le dire. Je veux juste que tu saches une chose.
Un parent, un vrai, ça protège ses enfants. Ça ne les met pas en danger. Jamais. Tu es une bonne mère. Ce que tu fais pour protéger ta famille, c'est la seule chose qui compte. Les larmes que j'avais refusé de verser devant mes propres parents ont coulé silencieusement sur mes joues. C'était une validation. Une absolution. L'amour parental, le vrai, celui qui ne demande rien en retour, venait de me donner la force finale dont j'avais besoin. Le jour du déménagement, quand le camion a quitté notre allée, je n'ai pas ressenti de tristesse. J'ai ressenti un soulagement immense, une légèreté que je n'avais pas connue depuis des années. Nous avons suivi le camion dans notre voiture, laissant derrière nous Lyon, nos anciennes vies, et le fantôme de ma famille. Notre arrivée en Bretagne a été comme une bouffée d'air pur après des années passées dans une pièce sans fenêtre. L'air salin, le cri des mouettes, le ciel immense. Notre nouvelle maison était plus petite, mais elle était lumineuse, et surtout, elle était sûre. La première chose que nous avons faite a été de changer nos numéros de téléphone. J'ai envoyé un email groupé à quelques amis triés sur le volet pour leur expliquer brièvement la situation et leur donner nos nouvelles coordonnées, en leur demandant de ne les communiquer sous aucun prétexte. J'ai supprimé mes anciens profils sur les réseaux sociaux. C'était une disparition volontaire, une mort numérique pour renaître ailleurs. Nous étions devenus des fantômes. Et pour la première fois de ma vie, être un fantôme me donnait le sentiment d'être incroyablement vivante. Les 6 premiers mois en Bretagne ont été une période de décompression. Le silence, au début, était presque déroutant. J'étais tellement habituée à vivre sur le qui-vive, à anticiper le prochain drame, que la paix me semblait anormale. Je n'avais plus à vérifier l'identité de celui qui sonnait à la porte, ni à craindre un appel d'un numéro inconnu. Lentement, mes épaules se sont détendues. Le nœud permanent dans mon estomac a commencé à se desserrer. Les enfants se sont épanouis. La proximité de la mer, la nouvelle école plus petite et plus bienveillante, et surtout, la présence constante et saine de leurs grands-parents paternels les ont transformés. Ils riaient plus fort, dormaient mieux. Olivier et moi nous sommes retrouvés. Nous parlions de l'avenir, de projets de vacances, de choses normales. Nous réapprenions à vivre, tout simplement. J'avais construit un mur si haut et si épais entre mon passé et mon présent que je commençais à croire qu'il était infranchissable. Mais les échos du passé ont une façon insidieuse de trouver les fissures. Un après-midi, en consultant mes emails professionnels, j'ai vu un message transféré par la secrétaire de mon nouveau cabinet. L'objet était laconique, TR, urge, famille. L'expéditeur originel était une adresse que je ne connaissais pas, mais mon cœur a immédiatement compris. C'était ma sœur, Isabelle. J'ai fixé l'email pendant une longue minute. Une partie de moi voulait le supprimer sans l'ouvrir, le jeter dans l'abîme numérique où j'avais relégué le reste de ma famille. Mais la curiosité, ou peut-être un reste masochiste de mon ancienne vie, a été plus forte. J'ai cliqué. Le message était un torrent de panique, de fautes d'orthographe et de ponctuation erratique. C'était du Isabelle tout craché. Élodie, il faut que tu m'aides, c'est une catastrophe, papa et maman se sont fait arrêter. J'ai relu la phrase. Puis une deuxième fois. Arrêté. Le mot flottait sur l'écran. Je continuais ma lecture. L'histoire, telle que la racontait Isabelle, était à la fois pathétique et prévisible. Apparemment, après notre disparition, les créanciers ou les commanditaires de leur petit trafic s'étaient montrés plus pressants. Les menaces étaient devenues sérieuses. Acculés, mes parents avaient tenté le tout pour le tout. Une dernière opération, qu'ils avaient décidé de mener eux-mêmes. Pas de mule, pas d'intermédiaire. Juste eux, leur voiture, et un chargement de contrefaçon de luxe et d'objets d'art volés. Ils avaient essayé de passer la frontière belge. Et ils s'étaient fait prendre. La main dans le sac. Ils sont en prison en Belgique, Élodie, tu te rends compte? Ils ont besoin d'un avocat, un grand avocat parisien par un commis d'office. Il faut payer la caution, elle est énorme. Tu es la seule qui peut nous aider. Tu as de l'argent, tu es avocate, tu dois faire quelque chose. Le message se terminait par le coup de grâce, la phrase qui était censée me faire plier sous le poids de la culpabilité. S'ils en sont arrivés là, c'est parce que tu les as abandonnés. C'est de ta faute. Tu dois nous aider, c'est ta famille. Ma famille. Ce mot, dans sa bouche,
C'était une insulte. J'ai lu et relu son message, mais je ne ressentais rien. Pas de pitié. Pas de tristesse. Pas même de la colère. Juste un vide froid, immense. La certitude absolue que j'avais pris la bonne décision. Ils avaient continué. Sans moi, ils avaient continué leur fuite en avant, et ils s'étaient écrasés contre le mur de la réalité. Leur chute n'était pas de ma faute. C'était l'aboutissement inévitable de leur propre choix, de leur propre pourriture. J'ai cliqué sur « Répondre ». Mes doigts ont couru sur le clavier. Ma réponse fut courte, chirurgicale, définitive. Je me suis présenté une fois pour être votre mule. Plus jamais. Adieu. J'ai appuyé sur « Envoyer ». Puis j'ai créé une règle dans ma messagerie pour que toute communication provenant de cette adresse soit automatiquement et définitivement supprimée. J'ai fermé mon ordinateur portable. Je suis sorti du bureau et j'ai respiré l'air frais de la Bretagne. C'était vraiment fini. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un appel de Sophie. « Tu ne devineras jamais », m'a-t-elle dit, une pointe d'excitation dans la voix. « J'ai eu des nouvelles de ton affaire, enfin, de l'affaire de tes parents. » Un de ses confrères parisiens avait été contacté par Isabelle, et il avait, par curiosité, jeté un œil au dossier d'instruction. Apparemment, a continué Sophie, les autorités belges, en coopération avec la gendarmerie française, ont trouvé le dossier particulièrement facile à monter. Et sais-tu pourquoi? À cause de toi. De moi? Oui. Quand ils ont commencé à enquêter sur tes parents, ils sont tombés sur les documents que tu avais fait enregistrer en France. La main courante pour la soustraction des enfants. Et surtout, l'ordonnance de protection du juge. Ces documents ont immédiatement peint un portrait d'eux. Celui de personnes non fiables, manipulatrices, et potentiellement dangereuses. Ça a complètement détruit leur crédibilité avant même qu'ils n'ouvrent la bouche. Ton travail de protection a servi de preuve à charge contre eux. C'est d'une ironie parfaite, non? Une ironie parfaite. J'ai souri pour la première fois en pensant à eux. Mon bouclier était devenu une arme. Ma défense était devenue leur condamnation. Sans le vouloir, en me protégeant, je les avais livrés à la justice. Le procès de mes parents s'est tenu quelques mois plus tard. Je n'y suis pas allé. Je n'ai suivi les développements que de très loin, à travers les quelques informations que Sophie parvenait à glaner. L'affaire n'a pas fait les gros titres nationaux, juste quelques entrefilets dans la presse locale belge et alsacienne. Un couple de retraités français arrêtés pour trafic international. La banalité du mal. Le dossier contre eux était accablant. Les objets saisis dans leur voiture, bien sûr, mais pas seulement. L'enquête avait rapidement mis au jour leur petit réseau. Mon oncle Bernard a été arrêté à son tour, lui qui se croyait si malin. Il a tenté de nier, mais les relevés téléphoniques et les témoignages l'ont rapidement confondu. Et puis il y a eu le témoignage de Monsieur Dubois. L'ancien gendarme, que j'avais si prudemment alerté, avait été contacté par les enquêteurs. Et il a parlé. Il a décrit le train de vie de mes parents, si souvent en décalage avec leurs moyens supposés. Il a parlé des allées et venues de Bernard et d'autres individus peu recommandables à des heures indues. Il a fourni un carnet où il avait noté, par vieille habitude professionnelle, les plaques d'immatriculation des voitures suspectes. Son témoignage, précis et crédible, a été dévastateur. Il a permis de brosser le tableau d'une activité criminelle habituelle, et non d'un « acte désespéré », comme leurs avocats ont tenté de le plaider. La défense de mes parents s'est effondrée. Ils ont essayé de jouer la carte des pauvres retraités acculés par les dettes, manipulés par des gens plus dangereux qu'eux. Mais l'ordonnance de protection que j'avais obtenue a été versée au dossier par le procureur. Elle a achevé de peindre leur portrait psychologique, des manipulateurs, prêts à mettre en danger leurs propres petits-enfants. Comment croire qu'ils étaient de simples victimes après ça? Mon père, considéré comme le cerveau de l'opération, a écopé de la peine la plus lourde, 8 ans de prison ferme. Ma mère, pour complicité active, a pris 5 ans. En entendant les peines, je n'ai ressenti ni joie, ni tristesse. Juste le sentiment froid et distant d'une conclusion logique. Une équation qui avait enfin trouvé sa solution. Mais la touche finale, la plus amère, la plus révélatrice de la nature de ma famille, est venue d'Isabelle.
Ma sœur. La princesse fragile pour qui, soi-disant, tous ces crimes avaient été commis. Confrontée à la possibilité d'être poursuivie pour complicité et recel, elle n'a pas hésité une seconde. Elle a passé un accord avec le procureur. En échange d'une peine plus légère, elle a tout avoué. Elle a témoigné contre ses propres parents. Elle a raconté les détails de leurs combines, leurs mensonges, leurs manipulations. Elle les a enfoncés, sans le moindre état d'âme, pour sauver sa propre peau. Elle s'en est sortie avec une peine de sursis et une mise à l'épreuve. La fille prodigue, la raison de leur chute, avait sacrifié ses parents sur l'autel de sa propre liberté. Le mythe de la « famille sacrée », si cher à ma mère, venait de voler en éclats de la manière la plus spectaculaire qui soit. Il n'était pas une famille unie face à l'adversité. Il n'était qu'un ramassis d'individus égoïstes, prêts à se dévorer les uns les autres pour survivre. En apprenant cela, j'ai compris que j'avais eu raison sur toute la ligne. Ma décision de partir, de couper les ponts, n'était pas un acte de cruauté. C'était un acte de survie. J'avais sauté d'un navire qui prenait l'eau de toutes parts, juste avant qu'il ne sombre définitivement, entraînant tout son équipage dans les profondeurs. 1 an a passé. 1 an de calme, de reconstruction, de vie simple. Nous sommes un après-midi d'été, sur une immense plage de sable fin en Bretagne. Le soleil est doux, le vent léger. Je regarde mes enfants, Léo et Chloé, courir vers les vagues, leur rire se mêlant au bruit du ressac. Ils sont insouciants, heureux. Olivier est à côté de moi, un livre à la main, un sourire apaisé sur le visage. Cette paix, je sais aujourd'hui qu'elle n'est pas un cadeau du destin. Ce n'est pas quelque chose que j'ai trouvé par hasard. C'est quelque chose que j'ai conquis. C'est le résultat d'une bataille, d'une décision difficile, d'une rupture douloureuse mais nécessaire. Mon cabinet à Rennes est peut-être moins prestigieux que celui que j'avais à Lyon, mais mon travail a plus de sens. Je défends des gens, pas des multinationales. Ma vie est plus petite, mais elle est infiniment plus riche. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre, transférée par mon avocat. L'enveloppe portait le cachet du centre pénitentiaire où ma mère est incarcérée. J'ai hésité à l'ouvrir. Je l'ai finalement fait, un soir, seul, une fois la maison endormie. Ce n'était pas une lettre d'excuse. Ce n'était même pas une tentative de réconciliation. C'était un long monologue de reproches, un torrent de victimisation, une dernière tentative pathétique de manipulation. Elle m'accusait d'avoir détruit la famille, d'être responsable de leur malheur. La lettre se terminait par une phrase qui se voulait une malédiction: « J'espère qu'un jour tes enfants te traiteront comme tu nous as traités. » Autrefois, ces mots m'auraient anéanti. Ils m'auraient fait douter, m'auraient plongé dans des abîmes de culpabilité. Mais ce soir-là, en lisant sa haine, je n'ai ressenti qu'une immense, une profonde pitié. Elle n'avait rien compris. Elle ne comprendrait jamais. Sans colère, presque avec cérémonie, j'ai plié la lettre. Je suis allé près de la cheminée, j'ai allumé une allumette, et je l'ai regardée se consumer, se tordre sur elle-même jusqu'à n'être plus qu'un tas de cendres noires. C'était mon rituel final. Ma libération. J'avais protégé ma famille en devenant la stratège que mes parents n'avaient jamais vu venir. Aujourd'hui, je suis en paix. Mais parfois, dans le silence de la nuit, quand le vent souffle et que la maison craque, une question me hante encore. Une question que je vous pose, à vous. En utilisant la loi pour me protéger, en érigeant ces murs légaux, ai-je simplement tracé une frontière nécessaire, ou ai-je, sans le vouloir, poussé sur le détonateur qui a tout fait exploser? Dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais vraiment avoir votre avis.